Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team. Bienvenue chez la First Team Family, réunie aujourd'hui pour cette émission spéciale fête de fin d'année. On va débattre ensemble d'une grande question qui nous taraude souvent hors antenne, donc on va y répondre et en parler avec vous aujourd'hui. Quel est le meilleur joueur de l'histoire du football? Tout simplement, on avait envie de se démener là-dessus, de s'envoyer là-dessus et on va le faire. Ça y est, la famille est réunie aujourd'hui pour ces fêtes de fin d'année. On avait envie de les passer avec vous tout simplement. Alors aujourd'hui, notre guide, notre père à tous, Sniper méconnaisseur, est là avec nous, Erwan Abotrette. Ouais, moi j'avais pas envie de passer Noël avec eux, hein, c'est enregistré bien avant. Donc, moi, je peux vous dire que là, à le moment où vous regardez cette vidéo, je suis en famille, je pense pas à vous du tout. Le meilleur commentateur de l'histoire du football, de l'histoire de la France, de l'histoire de la FFF, Emmanuel Moine. Les amis. Salut les amis, ouais, bah là on est tranquille, on est bien en famille comme tu disais. Le meilleur directeur de la publication de football, de très loin. Et ce n'est qu'un début. Ouais. Et enfin, le meilleur, le plus grand fan d'Edinson Cavani, Thomas Dufan. Oui, je souhaite évidemment un bon Noël, un joyeux Noël à tous les chevaux qui nous regardent. Edinson, je t'aime et j'espère que tu resteras encore pas trop beaucoup longtemps au PSG. Voilà. Je vous le dis. Maïs alors, du coup. Maïs au repas de Noël. Maïs et carottes. Je vous le dis les amis, la vie c'est fait de choix et on a décidé d'en faire. Chacun ici autour de cette table a donc choisi son meilleur joueur de l'histoire du football. Et oui, il fallait faire un choix et ils l'ont fait. Alors on va s'envoyer là-dessus. Ça exclut forcément des joueurs immenses comme Zinedine Zidane, oui, on ne l'a pas sélectionné, comme Eusebio, comme Johan Cruyff, comme Beckenbauer, comme Platini. C'est peut-être votre choix, alors vous nous mettez dans les commentaires bien sûr pourquoi, selon vous, c'est un de ces 5 hommes le meilleur joueur de l'histoire du football. Nous, rapide tour de table, on a décidé de ne pas les sélectionner un par un, mais alors pourquoi, selon vous, ils ne font pas partie? Chier quand même, quand je vois le truc là, d'un coup, tu vois, alors qu'on en a parlé pendant 2 heures. Merde quand même, Zizou quoi, la Castellane frérot, Coupe du Monde, 98-2006, merde Zizou quoi. De toute manière, si la question c'est est-ce qu'il y a 5 bons joueurs sur l'écran, oui, on peut dire oui. Le truc c'est qu'on était obligé de faire un choix. Même quand ils veulent. Hein. même en ce moment. Et vous avez vu, relou quand même. Une équipe de five sympa encore. Ouais. Belle équipe de five, ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde ces grands noms, moi il y a un gars que j'ai envie de citer et de mettre en avant, c'est Johan Cruyff, qui a révolutionné avec l'Ajax et avec l'équipe des Pays-Bas le football. C'est devenu le football total. Tous les joueurs attaquent, tous les joueurs et Barcelone absolument. Ce qui est Barcelone aujourd'hui, c'est Johan Cruyff. Tous les joueurs attaquent, tous les joueurs défendent. Ça paraît improbable aujourd'hui, mais c'est grâce à lui et grâce à ce maillot mythique que le football est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci à eux pour ces maillots puisqu'ils sont de retour partout, très très chers en ce moment, 20 ans, 30 ans après. Donc voilà, merci à cette génération. Eusebio, un mot sur ces joueurs que vous n'avez pas connus et c'est peut-être aussi pour ça que... Eusebio, c'est la... On va en reparler, mais c'est le digne héritier de Pelé. Hein. Techniquement, un mec qui allait très vite, un énorme buteur, qui a ramené les premiers titres au Benfica Lisbonne. Eusebio, c'est pareil, oui, voilà, c'est une autre génération. Enfin, et hommage national au Portugal à sa mort. Bien sûr. Eusebio, c'était... nous, on a eu Raymond Kopa à une époque, mais Eusebio, je vous dis, moi, c'est le digne héritier de Pelé. Ça allait vite, ça allait fort, c'était très technique, ça mettait un nombre de buts incalculable. Voilà, alors effectivement, on n'a pas connu, mais on a le droit de s'intéresser à l'histoire et on adore faire ça. Et Eusebio, pour moi, c'est le digne héritier de Pelé. Et c'est des garçons qui ont permis aussi de populariser le football. Tout allait plus vite avec eux. Techniquement, c'était assez spectaculaire. Et c'est vrai que c'est des gens... En tout cas, Eusebio a permis au football de franchir un pas et de franchir un cap. Et après, c'est une question de génération de ne pas avoir pris Platini aussi. Ou alors nous, notre génération, lui fait payer aussi ses problèmes judiciaires avec la suite de sa carrière. Je pense que pour notre génération, le pire avec Platini, c'est qu'il y a eu Zidane derrière, en fait. Moi, si tu prends Platini, tu dois aussi débattre sur Zidane. Aujourd'hui, on a fait d'autres choix, on en parlera juste après. Mais c'est vrai que quand tu vois Platini, 3 ballons d'or, qui mène la France en 82, 86 et en 84 aussi, première victoire de l'équipe de France. C'est dommage de ne pas en parler, mais peut-être une autre émission plus tard. Après, c'est une question de génération. Et après, tu disais 3 ballons d'or à relativiser parce que je rappelle qu'à l'époque, le ballon d'or était pas ouvert, on va dire, aux joueurs hors européens. Et je pense que si ça avait été ouvert aux autres joueurs, notamment d'Amérique du Sud, je pense que Platini, on aurait peut-être eu qu'un ou peut-être pas. On pense évidemment à Maradona et à Zico, par exemple. Il aurait été en concurrence directe, voilà, Zico et des Maradona, voilà, serait un petit peu corsé le vote, mais il n'empêche que c'est un vrai gars, quand même, la Juve, c'est une institution, Michel Platini, faut pas déconner non plus. Alors, qui est le meilleur joueur de l'histoire du foot, justement, en parlant de joueurs non européens? Il y en a un, le nom qui revient le premier quand on en parle très souvent. Pourquoi ce serait, selon toi, Erwan, Pelé, le roi Pelé, le meilleur joueur de l'histoire du foot?
Alors, quand on a préparé cette émission, moi, j'ai eu envie de dire Pelé parce que c'est le premier déjà. Et puis parce que, quelque part, il était en avance sur son temps, comme certains dans d'autres sports, mais en avance peut-être plus que d'autres, plus que jamais. Il n'avait pas 10 ans d'avance, il n'avait pas 20 ans d'avance, Pelé. J'ai l'impression qu'il avait 40 ans d'avance. Et c'est en ça que j'ai envie de dire Pelé, parce qu'on voit ses stats incroyables. Un buteur, c'est un numéro 10, hein. Pelé n'était pas un attaquant. Et pourtant, Dieu sait qu'il a mis des pions. Et puis techniquement, il avait un sens du jeu que, quelque part aujourd'hui, je te dis, moi je vois des mecs, vous allez parler de Messi, de Ronaldo. Moi, ce que fait Messi et Ronaldo aujourd'hui, quand je vois les vieilles images qui peuvent circuler de Pelé, j'ai pas l'impression qu'il y ait 40 ans d'écart. Quand on regarde du basket NBA des années 60... Sur les adversaires, tu as énormément d'écart, je trouve. D'accord, les adversaires sont pas les mêmes, certes, mais les passements de jambes, les feintes de corps, le sens du jeu quand il reçoit le ballon à gauche, qui feinte à droite, qui laisse passer le ballon, que le ballon passe à ça en Coupe du Monde 70, il a fait des choses qui aujourd'hui, si on les fait encore... on dirait waouh, on sera encore, tu vois ce que je veux dire, on sera encore surpris. Je pense que Pelé, 3 Coupes du Monde, on ne va pas lui enlever. Il en a joué 4. Il y en a une où il s'est fait couper en 2, donc il n'a pas pu aller au bout. Et il a gagné celle-là. Hein. Il a gagné. Il a ses 62. Mais Pelé, c'est le Brésil 70. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Moi, je pense que c'est... Est-ce que le foot aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que le foot, s'il n'y avait pas eu Pelé, serait ce que le foot aujourd'hui? Je ne crois pas. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut dire à propos de Pelé. Tu parlais des stats, les plus de 1000 buts, etc. etc. On sait qu'il y a quand même discussion autour de ça, parce qu'il y a les buts qu'il a marqués en minime qui comptent, il y a les buts qu'il a marqués en amicaux. Et après, je crois qu'il n'y en a même pas 850 sur... officiellement, c'est 1270 à peu près. Après, non, officieusement. Selon Pelé, c'est 1200. Selon Pelé, exactement. Et après, tu parlais, c'est très intéressant que tu parles du Brésil 70. Est-ce que le Brésil 70 avait vraiment besoin de Pelé pour gagner cette année-là? Et c'est ça un petit peu, moi, que je retiens dans le parcours de Pelé. Je peux te répondre. Il a joué dans de très, très grandes équipes. Je peux te répondre. Il y avait une énorme équipe en 70. Ah oui. Effectivement, on a trop tendance à oublier. 70, je crois qu'il n'y est plus. Non, il n'y est plus, je crois. Ah, bah, pas Garincha, alors. Jairzinho. Il n'y est plus. Par contre, il met des pions. Zico. Le demi-finale face à l'Italie, il est énorme. Il met un but face à l'Angleterre de la tête, alors il est tout petit, il saute. Alors qu'il saute à 100. C'est un peu un Antoine Griezmann avant l'heure. Alors, en 70, il y a une énorme équipe, certes, mais il est décisif en 70. Il n'est pas plus décisif, parce que c'est peut-être la meilleure équipe, mais quand tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est que tu as a priori ta place, c'est qu'il a tiré ce collectif-là, le plus beau collectif peut-être de tous les temps, des plus grands talents de toute l'histoire. Il a tiré ce collectif vers le haut par des buts, par du leadership aussi, puisque c'était la star. Et c'est vrai que c'est la première Coupe du Monde en couleur, et on a toutes ces images. Tu vois, c'est ce grain qui nous rappelle tous les VHS qu'on regardait quand on était petit. Et Pelé, quand tu grandis, eh bien, on te dit que c'est le meilleur joueur de tous les temps, et tu comprends pourquoi, parce qu'il a eu cet impact magnifique sur parce qu'il jouit aussi, tu vois, de la victoire de d'avoir gagné 3 Coupes du Monde entre 58 et 70. C'est les 5 premières. Je crois que c'est les 5 ou 6 premières Coupes du Monde de l'histoire. Donc ils en gagnent beaucoup au début. Ouais, il en gagne beaucoup au début. De toute façon, c'est, je dirais, assez anormal quand tu regardes le palmarès de la Coupe du Monde. C'est jamais arrivé, tu vois. Depuis l'ère moderne du football, jamais une équipe, on voit combien c'est compliqué de gagner une Coupe du Monde. Ils jouissaient d'un collectif qui était incroyable. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Pelé, au final, il n'était pas seul, tu vois. Il avait beaucoup d'avance, mais est-ce qu'il n'était pas seul au monde à avoir ce niveau-là, tu vois? Il n'y avait pas vraiment de concurrence. C'est bien de parler des défenseurs à l'époque, parce que en 70, on commence à siffler des fautes et on commence à mettre des cartons jaunes. Ouais. En 58 et en 62, on ne met pas de carton jaune. Hein. Il se fait tacler à la gorge, il prend des attentats Pelé que personne n'a jamais pris de... Maradona après. Oui, mais Maradona, c'est sifflé, il y a faute. Lui, il n'y a pas faute. Toujours. Lui, il se fait casser en deux et les arbitres, il y a tellement pas de règles que les arbitres commencent à dire je ne sais pas quoi faire, il y a jurisprudence, il y a un vide juridique et ils disent va te calmer sur la touche comme en UNSS. Allez voir les images. La Coupe du Monde 66 notamment. Voilà. 66 au Chili. 62 c'est en Angleterre. 66 c'est en Angleterre. 66 ils perdent et ils font 62 au Chili. Il se fait détruire. Et ça, quelque part, on l'oublie. Alors certes, les défenseurs, c'était plutôt des mecs de bar et pas des vrais joueurs de foot, mais par contre, ils te mettaient le pied à la gorge. Donc est-ce que quelque part, au final, aujourd'hui, jouer contre des vrais footeux ou jouer contre des charcutiers traiteurs, c'était pas pire. Parce que Pelé, c'était un mec technique en avance sur son temps et qui se faisait découper et qui n'était pas protégé. C'est pas une question de pire ou pas pire. De toute manière, il y avait un écart, comme on en parlera pour tous les autres, il y a un énorme écart entre le joueur qu'il est, technique, physique, l'instinct, le fait d'être décisif
décisif dans les matchs importants, et tout le reste de la population des joueurs de foot. C'est-à-dire que l'écart était tellement incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est le plus grand écart de tous les temps. Même Messi et Ronaldo, il n'y a pas autant d'écart avec tous les autres joueurs de foot. Et c'est ça qui est impressionnant avec Pelé. Après, il y a deux trucs qui font qu'on a du mal à le comparer aux autres. Pelé, déjà d'une. Il n'est pas venu en Europe. Il n'est pas venu en Europe. Oui, mais il a joué en MLS. Il tape l'Angleterre en deuxième division. Il tape l'Italie dans les Coupes du Monde. Si tu veux, pour un Brésilien de quitter son pays, de faire face à une autre culture de foot, etc., il faut voir aussi comment tu peux t'exporter. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Et puis, c'est l'éternel argument, et je pense que vous l'avez tous autour de cette table, c'est qu'on l'a pas vu jouer. Ça se faisait pas à l'époque, faux, parce qu'il y a Di Stefano qui est quand même un Bien sûr, qui est venu au Real. Par contre, on parle de 70, il y a 58. Il joue la France quand même en demi-finale. Regardez les images, les sombreros, les trucs et tout. Il a 17 ans. C'est le dernier. C'est d'ailleurs le dernier survivant de la Coupe du Monde 58 avec Zagallo. Ça, c'est un Donc, peu non, mais c'est la fin. On les a tous vus ces images quand il fait le sombrero au mec. Mais attendez les mecs. C'est le premier athlète Il a 17 aussi. ans. Ouais, mais c'est pas le premier athlète aussi. Oui, il a raison, c'est le premier athlète. Tu vois, dans un foot qui n'était pas, on va dire, formaté comme aujourd'hui, avec toute la préparation qu'on connaît, etc., c'est quand même le premier athlète qui a marqué ce sport. Je t'ai posé la question, tu m'as répondu. J'aimerais avoir votre réponse. Je vous la répète. Est-ce que le foot serait ce qu'il est aujourd'hui sans Pelé? Bah non. Est-ce que le foot serait le plus grand sport de tous les temps, le sport numéro 1 au monde, sans Pelé? La MLS déjà le remercie d'avoir lancé le foot. C'est pas la MLS à l'époque. C'est deuxième division. La MLS d'aujourd'hui est ce qu'elle est aussi parce que Pelé lançait le truc. Oui, il faut le regarder. Il y a un film. Il y a un film. Il y a un film d'avoir Orange. Il y a un reportage sur les Cosmos incroyable avec Pelé. Là où je vais te donner des points sur Pelé, c'est qu'en plus, c'est le premier, en fait, on est dans l'après-guerre, à avoir réuni les peuples quand même, à avoir permis au foot de créer cette mondialisation qui a ses avantages et ses défauts aujourd'hui, mais c'est le premier finalement être humain à avoir créé fraternité, solidarité autour du foot. Et business aussi. Et business, voilà. Et la première superstar. Vous parliez du départ aux États-Unis, et c'est très bien dit dans le reportage, quand il part aux États-Unis, c'est pour qu'Hollywood en fait gère ses intérêts, gère son image, gère la marque Pelé, et c'est quand même une première dans le football à ce moment-là. Pour autant, de là en faire le plus grand joueur de l'histoire du Surtout, foot. je veux dire que le Brésil aujourd'hui est un pays considéré comme un pays de vainqueurs. Avant ça, c'est des losers. Ils perdent à domicile face à l'Uruguay. Il y a 3 Coupes du Monde. Il y a des soucis dans le stade. Non, mais si. Mais Pelé voit son père pleurer quand en 5 ans, il perd la Coupe du Monde face à l'Uruguay. Et il lui dit 200 000 personnes à Maracana à l'époque, parce que maintenant ils auraient dû le stade, c'était un 5 ans, on est dans des époques quand même. Il lui a dit, je vais gagner la Coupe du Monde. Et Pelé, c'est lui qui amène le Brésil aujourd'hui à être l'une des plus grandes nations du monde et à dire, c'est des vainqueurs. Voilà. Aujourd'hui, le Brésil, quand ils se font sortir en quart, en demi, on dit c'est une Coupe du Monde ratée. Ça, c'est grâce à Pelé, parce qu'on est habitué à ce que le Brésil gagne. Et là où il a été précurseur aussi, Pelé, tu le disais, c'est la première superstar, c'est le premier qui a assuré sa communication. Moi, j'ai grandi en connaissant le foot, en me disant que Pelé était le meilleur joueur de l'histoire, sans avoir vu une seule image de lui, ou alors, tu vois, c'était... Michael Jordan avant le. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête directement. Alors justement, pourquoi? Alors qu'on a parlé des adversaires à la limite, on a parlé du niveau parfois dans certaines Coupes du Monde, pourquoi Maradona serait plus fort que Pelé, c'est-à-dire meilleur joueur de l'histoire du foot? Parce que je pense que Maradona, individuellement, c'était le meilleur. Il l'a montré, il n'a jamais joué avec les meilleures équipes. On se rappelle que quand il arrive à Barcelone, il n'y a pas toute l'histoire autour de Barcelone. Quand il arrive à Naples, Naples n'existe pas sur la carte européenne et même italienne. Et on rappellera que le Sacre en 86, on pourra citer quelques joueurs de 86 qui étaient autour de lui. Je crois qu'il y avait Bruchaga, il y avait Ruggieri aussi également, Valdano, et Passarella dans un autre style, bien sûr. Ruggieri tacle à la gorge. Oui, bien sûr, mais bon, c'était important. Et quelque part, moi, c'est pour ça aussi que ce garçon-là est le meilleur. C'est parce que individuellement, eh bien, il n'a pas eu besoin de jouer avec les meilleurs pour gagner des titres et remporter la majorité des titres. Il y a un deuxième point aussi, forcément, c'est qu'il a marqué l'histoire par le spectacle. Quand vous pensez au plus beau but de l'histoire du foot, vous revoyez son but qui marque contre l'Angleterre. Et d'ailleurs, ce match contre l'Angleterre, il est à l'image de Maradona, c'est-à-dire à la fois le spectacle du plus beau but, et en même temps, il y a cette main de Dieu qui est symbolique et qui restera aussi quelque part dans la grande légende. Et c'est génial. Et puis, moi, il y a quand même le dernier argument, et je sais que certains, ça va vous horripiler, mais moi, j'ai toujours été plus Batman que Superman. Tu vois, j'ai toujours préféré NTM à Trio, toujours préféré Erwan Abotret également à Fred Calange. J'espère bien, putain. Si tu veux, moi, mes héros, il sort de nulle part. Mais mes héros sont pas des gendres idéales, si tu veux. Et j'adore aussi toute
histoire autour de Maradona. Un mec qui a joué blessé toute sa carrière, un mec qui s'est battu sur les terrains, un mec qui, s'il n'était pas tombé dans la coke, excusez-moi, à Barcelone, peut-être qu'il aurait été 3 fois meilleur. Et un type qui a été malade, paraît-il. Ouais. Et un type qui a quand même joué malade parce qu'il a quand même une hépatite depuis le début de sa carrière. Là, tu sais ce que tu fais, Manu? J'ai l'impression qu'en fait, Maradona, on lui cherche des excuses. Il a brillé là où il n'était pas, là où c'était pas les meilleurs clubs du monde. Il a brillé alors qu'il avait une blessure. Il a brillé alors qu'il prend de la cocaïne. Merde, un moment, si c'est le meilleur, pourquoi il va pas dans les meilleurs clubs? Si c'est le meilleur, pourquoi il a pas les meilleures statistiques? C'était des choix. Non, mais voilà, là encore, c'est une excuse. Il va à Naples, il prend de la caillasse comme personne n'a voulu le prendre. Il est champion du monde. Pourquoi il va à Naples alors? Pourquoi il va à Naples? Il est champion du monde junior, c'est bien de le rappeler, parce qu'Omar Fonseca me rappelait qu'à l'époque, il a joué avec lui en junior, mon ami Omar, et il m'a expliqué qu'en équipe junior de l'Argentine, déjà, on sentait que c'était un phénomène. La Coupe du Monde 82, il pète les plombs, il se fait expulser, il revient en 86 avec une équipe très moyenne. L'équipe de France, pour le coup, à l'époque, en opposition, est bien meilleure. Mais il offre un titre de champion du monde. Allez en Argentine, j'ai la chance d'avoir un cousin qui a vécu 6 ans en Argentine. Allez demander en Argentine ce qu'il pense de Maradona et ce qu'il pense de Messi. Il préfère largement Maradona. En fait, par rapport à ce que tu disais, pour répondre à ce que tu disais, Max, il est hors système. C'est un mec dans les années 80 qui soutient Fidel Castro et qui donne tout son pognon à Cuba. C'est un mec qui se fait plus ou moins virer de Barcelone parce qu'il va aller répondre face au boucher de Bilbao. À l'époque, il lui avait cassé la jambe. Bagarre générale qui avait mis une bagarre de grande qualité. Exactement. Et tu sais que le type qui lui avait cassé qui lui avait cassé la cheville à l'époque avait carrément mis sous verre la chaussure avec laquelle il avait cassé la cheville. C'est quand même une autre époque, si tu veux. Et ce mec-là, c'est pareil quand il part à Naples, c'est parce qu'on le sait, il a des liens aussi avec la mafia. C'était un type qui connaissait Escobar. C'était un type qui était proche de la Camorra à Naples. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si elles sont toutes imaginaires autour de ça. Ceux qui le signent, la Camorra, ceux qui font venir en mettant justement du blé. Est-ce que Tapi n'a jamais voulu donner pour sa venue à l'euro? Juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est complètement fou aujourd'hui, c'était un peu plus de $50,000 par saison. Ce qui touchait. Ce qui était énorme. Il était le roi du monde. Il a Imaginez c'est un personnage de roman, et je crois que, on a parlé de Pelé, c'est une autre manière, mais je crois qu'il faut raconter des histoires. C'est important aussi, il y a le sport, il y a le palmarès, et puis il y a raconter des histoires. Il y a un espèce de côté romanesque autour de ces joueurs, autour de ce joueur-là notamment. Avec Platini, il y a beaucoup moins d'histoires là-dessus, et même les mecs dont vous allez parler tout à l'heure, vous allez voir qu'il c'est moins romanesque. Oui, mais j'adore le côté roman. Sauf que l'histoire, tu la kiffes vraiment l'histoire de Maradona? Moi, franchement, ce sera un bon film. Le problème, c'est que c'est une réelle. Oui, même 90, ils vont en finale avec encore une équipe qui est encore moins forte que 86. Non, mais évidemment, Maradona, c'est un. Voilà, tu parles de romantisme, mais que ça quelque part. Moi, pour moi, c'est un joueur phénoménal. C'est pour ça qu'il est dans le débat. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur joueur parce que sur le côté extra-sportif, il est extraordinaire, il a pris la canne et tout? Non, je suis désolé. Non, non. C'est ce que je veux dire. Ce qu'il a fait sur des terrains. C'est ce que je dis au début de ma phrase. J'ai rarement vu. Il a été excellent technicien. Javier Pastore, c'est un excellent technicien. Oh non, allez, je suis pas en train de comparer Pastore à Maradona. C'est un excellent technicien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Et quand tu regardes le palmarès de Maradona, il fait la Coupe du Monde 86 avec les tripes, et c'est lui qui l'amène en Argentine. Mais quand tu regardes sa carrière en club, franchement, Maradona. À Naples, non. À Naples, il est incroyable. À l'époque, le calcio est le meilleur championnat du monde, le plus dur. Il fait 2 titres avec Naples. Il joue avec son. C'est très bien, mais c'est pas incroyable. Je suis désolé. C'est incroyable. À l'époque, dans les années 80, quand il gagne 2 titres dans le calcio, c'est incroyable. Alors je vous pose une question. Attends. Les Italiens gagnent toutes les Ligues des Champions. Vaut mieux gagner le championnat de France avec Libourne Saint-Seurin ou être 5 fois vainqueur avec des champions avec le Real. C'est ça la vérité. Non mais c'est ça la question. C'est ça la question vis-à-vis de Maradona. Vaut mieux être dans un petit club tel que le Napoli et donc gagner des titres extraordinaires, être une légende de la ville, je l'entends complètement, ou être dans le meilleur club à l'instant T et d'aller gagner les plus grandes compétitions. J'en reviens pas qu'on arrive à attaquer Maradona sur son palmarès quand même. Non mais il gagne la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Ça fait partie du truc. Il y a eu des échecs quand même. Ils se font sortir. Champion du monde, lui tout seul, quasiment. Il gagne 2 calcio à l'époque. Honnêtement, remettons, Manu a fait un Manu tu descends sur le championnat italien la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant. Mais attendez, le calcio dans les fins des années 80 demande à Van Basten si c'est pas la dureté incroyable. Mais on lui enlève rien là, attends, on lui enlève rien. Ils se font sortir. Tu vas être d'accord avec nous qu'un titre de champion du monde et 2 titres de champion,
Par rapport à d'autres. C'est pas un palmarès exceptionnel. Et qu'est-ce que tu dis de se faire sortir en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA par Toulouse? Je veux dire, c'est arrivé à Naples de Maradona. Maradona, c'est aussi des échecs, tu vois ce que je veux dire. Tu peux regarder le tableau des scores et je pense qu'à ce jeu-là, Messi a gagné plus de titres, même s'il n'a pas été champion du monde et on en reparlera tout à l'heure. Pelé a peut-être marqué plus de buts, mais moi j'ai quand même l'impression que Maradona a marqué les esprits. Est-ce que c'est pas ça? Mais comme chacun de tous les mecs dont on va parler, attendez. Plus que les autres. Maradona, je le compare pas avec Valbuena, je le compare avec Pelé, je le compare avec Ronaldo et d'autres. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que évidemment que par rapport à tous les autres joueurs, 99,9% de tous les joueurs qui ont joué au foot, nous-mêmes compris sur le plateau, il est au-dessus. Encore heureux, c'est Maradona. Mais c'est pas ce que je te dis. Bah si. Je te dis plus que toutes les autres. 86, 90, plus que toutes les autres. Et même 94, avant qu'il y ait ses problèmes, il est fort en 94. Les premiers matchs qu'il joue face au Nigeria, il est fort. Je m'étonne, il est un peu boosté aussi. Pas de quoi tu parles. Il y a une longévité aussi, mine de rien, malgré une hygiène de vie catastrophique, il y a mine de rien une longévité chez Maradona. Et il y a un truc que je voulais dire. Longévité, mais pas régularité, tu vois. Il y a Didier Roustan qui a fait une vidéo là sur truc et j'ai regardé parce qu'il a reparlé des ballons d'or dans l'histoire si il y avait eu les joueurs Sudam et si ça avait été ouvert au monde. Et il disait justement que les titres de Michel Platini, donc 84, 85, 86, ils seraient non seulement tombés, mais ça a motivé incroyablement. 86, c'est sûr. Ça a motivé incroyablement Maradona pour devenir Maradona, c'est-à-dire être incroyable sur la Coupe du Monde 86, faire des années magnifiques à Naples jusqu'en 90-91 où là ça commence clairement à chuter avec cette suspension. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que quand il voulait faire la différence, il savait le faire. Tu vois. Incroyable. Et là-dessus, peut-être que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Tu vois. Je sais pas, parce que tu vois, on va parler de Messi. Messi, j'ai pas l'impression qu'il veuille, tu vois. Je suis pas content, regarde le là. Justement, quand même, honnêtement, il fait des choses, même, tu sais, il y a des vidéos. Mais c'est pareil pour tout le monde, là. Non. Quand il y a la petite cage devant lui, là, qui met l'effet rétro et tout, je pense qu'il avait un truc avec les pieds, qu'il n'y a pas grand monde. C'est vrai que Ronaldo ne l'avait pas. C'est peut-être le plus beau pied gauche qui ait jamais existé dans l'histoire du foot. Il y avait Roten quand même. Citez-moi Jérôme, évidemment. Messi, mon gars. Messi, là. Alors justement, on passe sur Messi parce que c'est important, tu as cité une fois Messi, deux fois, ça revient souvent en parallèle avec Maradona. Et il y en a un ici autour de cette table qui choisit Messi en tant que meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc pourquoi Messi plutôt que Maradona et plutôt que les autres? Déjà, je vais commencer par ce qui a fait râler Polo en régie. Quand je dis Messi, il veut pas aller chercher, faire des différences, veut pas le faire. Pourquoi on a cette impression? Parce que Messi, il a banalisé complètement l'exceptionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait des choses extraordinaires. Et donc, du coup, on attend dans l'extraordinaire qu'il fasse encore de l'extraordinaire. Il n'a pas réussi à faire ça, par exemple, en Coupe du Monde. Et c'est toujours l'éternel débat. On dira Messi n'a pas gagné la Coupe du Monde. Dès qu'il n'est pas à Barcelone, c'est compliqué. C'est ce que Nicolas Maurice Blé nous expliquait. C'est exactement ça. Ok, donc une finale de Coupe du Monde, quand on la donne à Maradona, on peut en parler. Donc, finale de Coupe du Monde 90, quand c'est Maradona qui mène, on dit que c'est bien. Quand c'est Messi qui mène la finale, l'Argentine en finale 2014. Non, mais ok, il en gagne une avant. Il mène son équipe 2015-2016 en finale de Copa América. C'est la superstar et il traîne une équipe de boulets. Quand on parle de l'équipe, l'Argentine moyenne en 86-90, l'Argentine actuelle, c'est catastrophique. Certainement la pire Argentine de l'histoire. Au coaching surtout. Ouais, mais plus que par les joueurs. Ouais, parce qu'il fait le coaching aussi lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part, c'est dans l'air du temps. Le syndrome LeBron James. Le syndrome LeBron James. Je suis tellement fort que je veux tout gérer. Enfin, il a un entourage de merde. Maradona aussi, il gérait tout. Oui, mais non, il n'était pas coach. Oui, mais il a gagné. Il n'était pas coach. À l'époque, on n'était pas coach, on était que joueur. C'est qu'à l'époque, il y avait moins ce syndrome-là. Je reprends l'argument Pelé. Maradona n'avait pas les mêmes joueurs qu'avait Messi aujourd'hui en face de lui. Et il l'a fait. Tu as des machines et Messi arrive à passer de façon incroyable entre les joueurs. Alors, c'est ton choix, mais je suis aussi un peu de ton côté. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le football moyen, c'est-à-dire les petites équipes, ont largement évolué depuis l'époque de Maradona. Maradona, en Coupe du Monde 86, franchement, avec le recul, tu as trois équipes qui peuvent gagner, il faut un exploit, mais derrière, tu as que des petites, vraiment des petites équipes. Le but de Maradona contre l'Angleterre, aujourd'hui, tu le mets plus. Non, mais Messi l'a mis. Mais pas sur un match aussi important. C'est vrai. Pas sur un match. Mais il l'a mis. Il a mis contre Alaves, mon frère. Mais oui, ça, contre Dijon. Gijon. La moutarde de Gijon. La moutarde de Gijon. Non, mais juste, tu as une citation, alors elle est peut-être politique. Messi qui déclare il y a quelques années, même si je jouais pendant 1 million d'années, je ne serai jamais au niveau de Maradona. Il est le plus grand qui a jamais existé. C'est de la politique. Alors, ça a peut-être changé, c'est peut-être de la politique si tu veux, mais j'ai quand même l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, à part Max. Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout d'accord. Tu vois, t'as Pelé là récemment, il fait une déclaration pour dire Messi, il a qu'un pied gauche. Donc déjà, c'est ubuesque, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est un peu dur. Maradona, plusieurs fois, il s'en est pris à Messi. Cristiano Ronaldo, là encore récemment, il vient challenger Messi. J'ai l'impression que les autres vont chercher Messi pour exister. Messi, jamais ne va se comparer aux autres en disant je suis meilleur, je suis les autres. Tu vois, Messi, c'est un joueur très lisse. Il est humble, mais d'un humble excessif. Je suis pas sûr que c'est le bon mot. Mais
tu vois, quand je jouais au foot dans la cour de récré, quand tu as commencé le foot, Messi, c'est le type de joueur qu'on rêvait tous d'être. C'est-à-dire, j'avais déjà 32 ans. À la cour de récré. Et moi, alors je suis désolé, j'ai jamais rêvé. Moi, j'ai jamais rêvé de prendre des hormones de croissance et faire 1m62 et d'être gaucher. Enfin, vraiment, pour le coup, j'adore Messi. Hein. Non, mais je parle de type de footballeur. Non, mais sans le football, c'est intéressant ce qu'il dit. Et moi, j'adore Messi. Et on va parler des grandes soirées de Ligue des Champions, le très très haut niveau, où là, il n'y a même pas photo parce qu'il a fait des différences dans des matchs d'une intensité. Le quadruplé de face niveau, et Barcelone-Chelsea, mais par contre, on fera dire ce qu'il veut. Il est petit, certes et tout, mais c'est quand même un mec à qui on a autorisé de prendre des produits qui sont interdits. Maradona, c'est vrai qu'on l'a pas laissé. Non, mais c'est bien. Ça veut dire c'est pas pareil. Attends, je te parle d'hormones de croissance, je te parle pas d'un mec en soirée qui va prendre 2 traces sur une table à côté d'une bouteille de vodka. On va prendre des hormones de croissance. Il y a pas eu que ça, Maradona. C'est Emmanuel Neuer, gros. Il n'y a pas eu que ça, Maradona. On va pas non plus tomber. Non, bien sûr. Il y a eu l'éphédrine, il y a eu beaucoup de dopants autres que les soirées. Apparemment, on a un présentateur pharmacien. Mr. Heisenberg. Je sors de la parade de Leclerc. Et je peux vous dire que. Mais du coup, Messi peut pas être le meilleur joueur de tous les temps? Si. Mais là, bien sûr, moi je en tout cas, en termes de talent, je suis pas sûr qu'on ait vu un mec aussi fort. On peut parler avec des champions parce que là, c'est vrai qu'on essaye nous d'être un peu dans le contradictoire. Maintenant, moi. C'est un mec qui m'a fait lever de mon siège, c'est un mec qui m'a fait sauter, qui m'a fait hurler chez moi. Les grandes soirées de Ligue des Champions, celles qu'on vénère tant, celles que vous, Parisiens, vous adorez depuis peu parce que vous avez une petite histoire. Non, calme-toi. Mais en tout cas, oui. Moi, je ne veux pas oublier le casque d'or. Les mercredis soirs, les finales de Ligue des Champions, les demi d'écart. Là, on l'a encore vu il n'y a pas longtemps. Tu te souviens quand on a regardé Barcelone-Tottenham, là, il y a cette année, juste cette année, on a regardé Barcelone-Tottenham. Moi, il me régale. Et il est même incroyable sur cette année 2018. On l'a pas assez dit dans cette émission. Il est même incroyable sur l'année 2018. Maintenant, moi, je te repose une question, et je sais que ça avait fait débat quand je l'avais dit pour la Coupe du Monde. Est-ce que. Me dis pas de traces de pneus. Non, pas de traces de pneus. Non. Ou alors vraiment de la bonne gomme. La formule. On ne parle pas de Van Persie dans cette émission. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu peux être le meilleur joueur de tous les temps et ne pas avoir soulevé le trophée ultime qui est ici, à savoir la Coupe du Monde? Et c'est une vraie question. C'est pas la vraie. Et c'est une vraie question. Mais si, mais je mets la machine à laver. Max, qu'est-ce que tu réponds à Manu? Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on peut être le meilleur joueur de tous les temps dans le talent. Après, dans l'histoire, dans ce que tu vas laisser, c'est sûr que la Coupe du Monde fait des énormes différences. Tu réponds pas à la question là. Est-ce que tu peux l'être? Parce qu'il est bon. Ouais, il est bon. Mais là où je vais essayer de répondre à la question, c'est que cette année, on se rend compte qu'au final, la Coupe du Monde n'a aucune importance. Tu vois, Modric gagne le Ballon d'Or. Alors qu'on aurait dû le donner à un Français. Non, je suis pas d'accord. Il est en finale de Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'a pas d'importance. Dans le vote au Ballon d'Or, mais on a fait une émission justement pour dire que vaut le Ballon d'Or et on était plus d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut changer les règles. Et fait une finale de Coupe du Monde. Reste la Coupe du Monde. La preuve fera le contraire, tu vois. Non, je suis pas d'accord. La Coupe du Monde, tu verras que dans 20 ans, on s'en souviendra. Non, mais attends. Non, mais là où je te rejoins, c'est que, et c'est pas en 2018 le meilleur exemple, puisque ils vont en finale quand même, les Croates. Non, le bon exemple, c'est en 2010. En 2010, c'est Messi qui est Ballon d'Or, alors que Xabi et Iniesta doivent être Ballon d'or, enfin surtout Iniesta, j'ai envie de dire. Au-delà du Ballon d'Or, on a l'impression que les compétitions de clubs ont pris le pas sur les compétitions. Complètement. Mais il y a plein de joueurs qui disent que c'est plus compliqué de gagner la Ligue des Champions de très loin que de gagner la Coupe du Monde. C'est la guerre UEFA-FIFA en fait qui est rentrée dans le truc. Une question pour toi, Max. Est-ce que tu n'aurais pas eu envie de voir Messi ailleurs, voir si comment ça se passe? Est-ce qu'on n'aurait pas eu envie de voir un Messi, je sais pas moi, à Manchester, à l'Inter à l'époque? Bien sûr que j'aurais aimé voir ça. Après, il arrive dans une époque au Barça qui est la meilleure équipe peut-être de l'histoire. Après le Brésil 70. Ouais, mais les gars, grâce à lui. C'est lui qui monte cette équipe. Mais pas que. Oui, mais c'est lui l'homme de base. Il a pas d'intérêt à partir. Tu vois. Moi, j'aurais aimé le voir ailleurs, mais il a aucun intérêt à partir. Mais jamais c'est la meilleure équipe de l'histoire entre guillemets sans Lionel Messi. Tous les plus grands sportifs se sont mis en danger. Tous les plus grands sportifs qui ont voulu rentrer dans l'histoire de toutes disciplines confondues, et je pense qu'au basket, vous avez des exemples en tête, tous, à un moment donné, ont quitté l'endroit où ils étaient en sécurité pour se mettre en danger et construire leur légende. C'est pas grave. Moi, vos histoires de trucs, franchement, à cette question, est-ce qu'il aurait été aussi bon ailleurs qu'au Barça? Je vous dis oui, c'est un joueur extraordinaire. C'est-à-dire que oui, mais on ne saura jamais. Mais moi, je suis sûr que oui, gros. Là où tu sais, c'est est-ce que honnêtement, dans tous les matchs que tu as regardés depuis que tu es petit, tu as vu un joueur
qui t'a le plus souvent impressionné? Non, à la passe, au but, sur le dribble. Boateng, ça se souvient. Non, t'as raison, il y a lui et puis il y en a un autre quoi après. Donc, et quand il est dans une équipe passable comme l'Argentine, je suis désolé, il ne m'a pas impressionné. C'est vrai quand même, il y a des écarts, quand même entre ses performances à Barcelone et ses performances en équipe nationale. Il fait une finale de Coupe du Monde quand même. Il est meilleur passeur de l'histoire de la Copa América. Il fait des finales de Copa América. C'est moi le deuxième. T'es sur des champs de patates là. Les grands joueurs marquent les grands matchs. Alors c'est valable pour le Barça. On a tous des souvenirs où il marque de la tête en finale de la Ligue des Champions, etc. Incroyable. Avec Rio Ferdinand. C'est quand même incroyable. Sur lui, merde. Mais je suis désolé, en sélection, il n'a pas marqué de son empreinte ni la finale de la Coupe du Monde, ni les finales de Copa América. Et c'est quand même un problème, c'est quand même une tâche en fait. C'est une tâche sur sa carrière, je trouve. Oui, tu as raison. On est tous d'accord là-dessus, je pense. De toute façon, est-ce que la plus grosse tâche... Le débat, s'il avait pris ici, peut-être qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir en sélection. Si un jour il a le bonheur de prendre une Coupe du Monde, le débat il serait très compliqué. Il va changer. En parlant de tâche, est-ce que la plus grosse tâche entre guillemets sur sa carrière, c'est pas Cristiano Ronaldo? Ah non, au contraire. Au contraire. Moi, je pense que l'un et l'autre, ce sont. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, et donc moi, je défends sincèrement Cristiano Ronaldo pour plein de raisons. D'abord, on peut aller sur cette rivalité. C'est vrai que l'un sans l'autre, ça ne peut pas exister. Ce sont du foot, les Larry Bird et Magic Johnson, ces deux mecs qui sont tirés vers la bourre. S'il n'y a pas Messi, Cristiano Ronaldo ne devient pas Cristiano Ronaldo. Ce serait forcément l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais il s'est acharné au travail à cause de Messi, à cause de ses 4 ballons d'or de suite après le sien en 2008 à Manchester, parce que c'est un joueur qui d'abord est un technicien, et ça j'ai l'impression quand même qu'on l'oublie. Moi, les premiers émois que j'ai de ce gars-là, c'est quand même quand il est au tout début de Manchester, voire au Sporting, où c'est un ailier dribbleur, rapide, qui en faisait beaucoup trop, mais qui était déjà titulaire à Manchester, qui est déjà titulaire dans l'équipe qui va en finale de l'Euro en 2004. Certes, ils se font taper contre la Grèce et ça reste, c'est encore l'équipe de Figo. C'est pas, demande à Bichente qu'on se en pense. À Marseille, il mettait des petits bières chandelles, fin de carrière compliquée Marseille. Mais Cristiano Ronaldo, avant 20 ans, est déjà une star. Alors, sa petite coupe au gel catastrophique, ses boutons et tout, mais c'est déjà une superstar avant de devenir cet acharné du travail. Moi, ce que j'aime en ce gars-là, au-delà de son palmarès, et mon polo, vas-y, envoie-moi son petit palmarès, qui n'est pas dégueu, j'ai envie de vous dire. C'est un gars qui s'est imposé partout où il est passé. J'ai les buts devant moi. 2003-2009, il est à Manchester United, à l'époque, le plus grand club du monde, hein, on peut se le dire. 292 matchs, 118 buts. C'est un ailier, merde. Avec deux saisons dernières, enfin, ces deux dernières saisons où il est incroyable, où il devient ballon d'or et vainqueur de la Ligue des Champions. Il part au Real Madrid, plus gros transfert de tous les temps. C'est un moment où il peut, par exemple, se laisser avoir par j'ai envie de dire, la night, par tout ce qu'il y a autour à Madrid, le système. Et puis même la pression du Real, hein, parce qu'être star au Real, c'est pas de nature. Et qu'est-ce qu'il fait dès le début? Il surperforme. Il est extraordinaire. Alors ils se font sortir par Lyon la première année. Bon, Miralem, hein, bravo. John Carou, bravo. Jean de Macoun, bravo les gars. Oui, c'est pas la même année, t'as raison. Mais quand je regarde ses stats, au Real Madrid, avec Manchester, les deux plus grands clubs au monde, 438 matchs, 450 buts. Sachant que mais merde, moi j'aime bien Maradona, mais on en est loin quand même. Il tirait les pénaux, non? Il tirait les pénaux, il tirait les coups francs, il tirait les corners aussi. Hein. Bref, il tirait absolument tout. Il tirait même les fans de ses coéquipiers. Il était tellement fort, bon, il sait tout faire. Hein. Ce que j'aime avec Cristiano Ronaldo, c'est cette évolution qui est incroyable, c'est-à-dire de passer d'un joueur fantasque, j'ai envie de dire, à un tueur dans la surface. Son évolution dans sa carrière et l'évolution de son équipe autour, eh bien, c'est une force de persuasion, parce que Messi, peut-être, est plus technique. Certains diront ça, je l'entends. Mais il sent mieux le jeu. Ouais, si on est d'accord. Meilleur joueur de foot intrinsèquement. Il est intrinsèquement, mais il y en a un qui a 100 et l'autre qui a 100,1. Non, mais en plus, je peux te dire qu'on a eu la chance de connaître quelques joueurs pro et tout, et pas tout le monde partage cet avis-là de dire que Messi sent mieux le foot que Ronaldo. Oui, mais Ronaldo, il a juste la différence de ne pas avoir un physique d'enfant qu'on n'a pas. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ça. Mais tu vois. Je pense que tu parlais du Sporting Portugal et de ses débuts à Manchester United, c'est super intéressant parce que ce joueur-là, même si il peut être impressionnant dans sa qualité technique, je pense qu'à l'instant T, jamais tu l'imagines devenir ce qu'il devient. Ouais, ensuite. Te dire, tu peux le comparer avec Maradona, avec Pelé. Tu vois, Messi à cette époque, à ses tout débuts, tu sais que ça va devenir un énorme crack. Ronaldo, tu sais pas. Par contre, son plan de carrière, il a en tête. Et quand il commence à devenir le meilleur joueur de Manchester United, il part au Real, pas pour rentrer dans le système, mais pour se dire je vais être le meilleur. Je vais Ronaldo, devenir le meilleur joueur. Il y a un vrai problème de comportement à la base. Quand tu parles de sa jeunesse, c'est la tête à claque par excellence. C'est le mec que tout le monde veut détester et il arrive à changer ça. D'où il vient aussi. Il arrive à changer ça. C'est un prolo de ouf. Messi, quand même, il est pris très tôt. Non, mais lui, Messi, il vient pas d'un. Attends, il arrive en Argentine, il est prêt à Barcelone, il est couvé. Il a 11 ans. Il arrive, il a pas d'oseille. Il y a plein d'histoires là-dessus. C'est un mec des quartiers archi pauvres de Madère. De Madère. Il y a une revanche sur la vie.
Messi, c'est une histoire différente parce qu'il a un problème de croissance, certes et tout, mais lui aussi, c'est Ronaldo sur la vie, du coup. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Ah oui, d'accord. C'est ce que je dis, mais c'est deux histoires différentes. Mais Ronaldo, il y a une espèce de rage, de revanche sur la vie que je retrouve moins chez Messi. Parce que je pense qu'il est arrivé dans un truc où très tôt on lui a dit t'inquiète, t'es à la maison, t'es un talentueux, on va faire tout ce qu'il faut pour toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, et bravo. Mais Ronaldo, il y a un côté, je veux prendre une revanche sur la vie. Et moi, ça, j'aime bien. Parmi les arguments qu'on peut sortir sur Ronaldo, il y a évidemment son histoire en club qui est peut-être la plus grande. Il a peut-être la meilleure carrière en club de l'histoire, même devant Messi, j'ai envie de vous dire, parce que ces 3 Ligues des Champions là avec Zizou, elles sont complètement phénoménales. Et je pense qu'on le verra. Il y a la part de il y a la 4e, il y a 5 Ligues des Champions, et il a ce triplé qui restera, je pense, jusqu'à la fin de nos jours comme inégalable. Et il y a cette histoire avec le Portugal. Au bout d'un moment, tu vois, on parle des Coupes du Monde et tout, et je l'entends. Le Portugal qui va gagner une Coupe du Monde, sur le principe, c'est totalement improbable, même si Eusebio n'était pas si loin finalement, j'ai envie de vous dire. Mais cet Euro, donc perdu à domicile, leur a meurtri toute une génération, la fin de Figo et tout ça. Il prend le relais, c'est le capitaine, il y a des problèmes, ils n'ont pas d'attaquant. Putain, ils n'ont pas d'attaquant, ils n'ont pas de numéro 9, c'est lui qui se mue. Ils ont qui ? Ils ont Elder. Et puis cet Euro. Il est plus décisif que Cristiano Ronaldo en finale. Ouais, bon, ça c'est à cause de Payet. Ce qui est fou dans cette compète de l'Euro. Non, mais il est blessé, mais c'est pas découpé, tu vois. Bah, il prend un coup, bref, on s'en va les couilles. La faute, elle est moche. Hein. Ce qui est intéressant en tout cas sur cet Euro, en France, comme par hasard pour les Portugais, c'est ouf, c'est que c'est le leader incontesté. Alors oui, leur phase de poule sans gagner un match, mais il est décisif à chaque match. S'il n'y a pas Ronaldo qui tire le groupe vers le haut, jamais tu vas en finale. Et même quand tu es en finale, que tu es blessé, tu arrives à avoir de l'influence, de l'impact sur au moins le mental de tous ces gars. C'est-à-dire qu'il n'est plus sur le terrain, putain, mais tu sens qu'ils vont gagner, putain. Et avec le recul, moi je vois Griezmann, je vois Gignac qui fait un poteau. Je sais pas, en fait, c'était sûr qu'on allait perdre ce match-là. C'était le traquenard parfait parce qu'ils avaient un grand leader et parce que Ronaldo est de cette trempe-là. Toi, il t'électrise plus que Messi. Même en termes de but, son retourné parce qu'il est moins dans le confort que Messi peut être. C'est pas ça mon problème avec lui. Moi, je m'en fous de ça, le confort. Attends, je m'en fous du confort, moi. Mais Messi, attention, hein. Régalade, mais Barcelone a tout fait pour le. Moi, je pense que c'est un mec à Manchester, c'était pas gagné, il a gagné. Devenir le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, c'était pas gagné non plus. Et là, il repart à la Juve, qui a une histoire incroyable. Et qui commence très fort à la Juve. Et au Portugal, pareil. Même avec Cristiano Ronaldo, qui aurait pu dire, je mets une pièce sur le Portugal qui gagne un jour un grand trophée. Partout où il est passé, il a gagné. On va voir ce qui se passe avec la Juve, mais merde, c'est un mec pour le coup qui lui a bougé et a performé partout où il est passé. Après, j'ai du mal, moi, à prendre c'est normal, tout le monde, avoir du recul un petit peu aussi sur. Aussi bien, c'est un peu comme Messi, si tu veux, sur Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, quelle impression, peut-être pas une part de romantisme ou quoi que ce soit, mais quelle impression il va laisser sur le foot. Alors, il y aura des stats, je suis d'accord, il y aura des lignes de palmarès, il y aura des grands moments, mais mais je suis d'accord. Mais quand tu le compares au plus grand, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quoi Attends, comment tu peux dire ça ? Le meilleur joueur. Attends, notre superstar, notre prodige français, Kylian Mbappé, son joueur préféré quand c'était gosse, c'était Cristiano Ronaldo. C'est l'un des Attends, c'est une méga superstar qui a marqué. Il y a ses posters absolument partout. Est-ce que Messi a son nom sur un aéroport ? Putain, j'arrive pas à le dire. Un aéroport. Non, lui, il a un aéroport à son nom. Il a des statues extraordinaires. C'est un superstar. T'as un nom, t'as un aéroport à ton nom, toi ? Si tu vas un aéroport, une église à son nom. Il y en a qu'un, il s'appelle Maradona, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, voilà. Tout ce qu'il a dit, Sébastien Schilacci, il a un terrain à Toulon, frère. Ça va. Vas-y, Boli a un terrain à la peine sur Yvonne. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, c'est pas forcément de la faute de Messi et Ronaldo, mais c'est plus peut-être une critique médiatique. C'est-à-dire que quand on parle de Messi et Ronaldo, on parle exclusivement de stats, parce qu'on est dans l'ère de la stat. Et d'ailleurs, c'est des arguments qui sont arrivés à l'énonciation de certains noms. À chaque fois, c'est ouais, mais il a marqué tant, ouais, mais il a joué tant de matchs, il a marqué tant de buts. Et quelque part, je trouve que ça dénature un petit peu la performance qu'a pu être celle de ces deux joueurs. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Personne n'a jamais marqué autant de buts que ces deux mecs. Bien sûr, et c'est normal d'en parler. C'est paradoxal de dire ça, parce que tu prends, je reviens sur Messi, mais si on prend cet argument-là, Messi, il est incroyable dans les statistiques et il est incroyable dans le jeu, tu vois. Il est super fort. Et dans le palmarès. Et dans le palmarès en plus. Donc je vois pas à quel moment, tu vois, on peut se dire, c'est parce qu'il y a des statistiques que ça peut pas être recevable. En fait, ça a dépassé le cadre des stats, c'est qu'à un moment donné, ils ont marqué de leur empreinte quelque chose. Il y a l'histoire, les histoires. Mais parce que on était petits, voilà, on était petits sur les mecs que vous citez, on était petits. Non, mais je parle dans 30 ans, il y aura des histoires. Je parle de Ronaldo et Messi. Je pense que dans 10 ans, 15 ans,
les stats, là, on les a aujourd'hui parce qu'on l'a vécu, mais quelque part, quand vous parlerez, j'espère, je vous le souhaite, de parler à vos enfants de Ronaldo Messi, vous ne direz pas il a mis 34 buts. Exactement. Tu diras, je veux dire. ce mec-là, un soir, il m'a Il a mis retourné. C'est que c'est plus que des stats. Tu vois, l'argument Cristiano Ronaldo, c'est exactement ça. L'argument. Le retourné de Ronaldo. Voilà, Ronaldo, l'année dernière, met un retourné, et le Juventus Stadium, qui a un public de connaisseurs, tous étaient debout et il a eu une standing ovation. Et derrière, il signe. C'est le souvenir que j'en garderai. Mais tu vois, à chaque fois qu'on parle de ces deux mecs, on ne parle que de chiffres. J'ai l'impression qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Chez Leclerc. C'est ce que je veux dire. C'est dommage. C'est pour ça, Manu, tu parles d'électricité, tu parles de frisson, tu parles d'émotion, ça c'est le foot. Et pour moi, les amis, il y a un joueur qui réunit tout ça, qui n'est pas le meilleur dans les stades, qui n'est pas le meilleur dans les stades, qui n'est pas le meilleur dans tous les clubs où il est passé. Mais son histoire, pour moi, a changé le foot. Parce qu'en 20 ans, aujourd'hui, 2018, 98, j'ai envie de dire 95, le foot a changé. Avant, il y avait le foot de l'ancien monde, celui de Pelé, je te rejoins, Erwan. Et aujourd'hui, le foot, c'est celui de Ronaldo, le vrai. R9, 2 Coupes du Monde, 8 buts en 2002, alors qu'il revient de l'impossible. Et pour moi, c'est une leçon que ce joueur, cet homme, aujourd'hui, El Gordo, le gros, a donné au monde. C'est-à-dire qu'on peut changer, on peut se blesser, on peut revenir encore plus fort, mais se réinventer, parce qu'il a montré qu'on pouvait être un joueur rapide, dribbleur, buteur, mais aussi devenir juste un renard de surface au Real Madrid, et marquer toutes les générations de ce moment-là, en disant, bon, ok, il perd en 98, mais il gagne en 94, il gagne en 2002. Et donc, 94, il a quand même un rôle très régulier. C'était déjà 0, il a pas rentré c'est de la stat, mais il l'avait pris, parce que 17 ans, 18 ans, il avait pris. Non, même avant, plus jeune encore. Alors, pas de Ligue des Champions, vous allez me le dire aussi. Et Merci coupe pour de les UEFA, Coupe des Coupes. Voilà, une Coupe des Coupes, Tom, c'est déjà pas mal. Paul et Thomas, on va pas cracher sur une Coupe des Coupes. J'ai jamais dit que le PSG était le plus grand club de tous les temps, c'est ça le problème. Et donc pour moi, Ronaldo fait partie de ce joueur de légende et pour moi le meilleur joueur du monde. Moi, tu parles de Ronaldo, regarde, alors ça se voit pas, mais j'ai des frissons. Ouais, moi aussi, de ouf. J'ai des frissons parce que c'est là pour le coup, on parle de génération. Moi, Messi, j'étais adulte déjà quand il. Mais alors Ronaldo, pour le coup, c'est vraiment la préadolescence, les premières galoches et les premiers émois. parce que Ronaldo, c'était un truc, c'est quand il arrive du PSV à Barcelone, qu'on le voit faire ses grands dribbles partir de son camp pour dribbler tout le monde. Je fais oh là là, mais qui est ce garçon? Il vient à l'OM quand il veut. Non mais Ronaldo, tu vois, t'en parles, ça me donne les frissons. Par contre, tu dis qu'il a changé le foot. Il laisse croisement. Oui, il a changé le foot quand il jouait. J'ai jamais revu un attaquant comme Ronaldo depuis. Je crois qu'on est un peu tous unanimes, c'est-à-dire que pour moi c'est mon joueur préféré de tous les temps. C'est-à-dire que c'est vraiment le gars qui m'a fait lever. Je me souviendrai toujours les pubs Pirelli à l'Inter avec le numéro 10. Oui, cette finale Coupe des Coupes au Parc des Princes où il fait enfin, il est extraordinaire, triple sur le gardien. C'est l'UEFA. Non, c'est l'UEFA. Sur la touche. Il y a eu Barcelone PSG, Coupe des Coupes. C'est ça, et avec cette magnifique tacle de Bruno Ngotti, bravo Bruno, putain, bien sorti gros. 1-0, frappe au milieu du but, bref. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Paris fait un grand match, bien sûr. Un poteau de Loco, je crois. Que contre le Rapide de Vienne un an avant. Poteau de Loco. Mais c'est vrai que Ronaldo, il a ce truc c'est le meilleur neuf de tous les temps parce qu'il était technique, il était rapide, il avait le sens du show et que très tôt, il est devenu très fort. C'est-à-dire que son Ballon d'Or 97, il a 20 ans. Il a 20 ans au PSV, il s'adapte, il vient quand même du Brésil, il a un appareil dentaire, il défonce tout, il met 30 buts la saison, il va au Barça pendant une saison, il met 36 buts en Liga, derrière il va à l'Inter, il est incroyable. Quand il fait sa PSV Barcelone, il suit les traces de qui? Stoichkov? Romario. C'est improbable. Romario fait le même parcours. Romario fait PSV et Barcelone. C'est le Gardevitz, bien sûr. Mais du coup, ouais, Ronaldo, c'est ce gars-là, et c'est vrai que en 2002, il se passe un truc quand même complètement fou. C'est l'une des pires Coupes du Monde, je pense, avec le recul. Elle a été cata, tu vois. Mais cette petite coiffure, là, au-delà des 8 buts, ces petites coiffures magnifiques, ça restera comme les trucs les plus énigmatiques de l'histoire. C'est juste pour que les gens parlent d'autre chose que ses blessures et qu'ils puissent jouer tranquillement. D'ailleurs, on peut revenir sur ses blessures, c'est quand même le tournant de sa carrière. C'est deux genoux coup sur coup. Souvenez-vous, les gars. Après, je te lance. Je pleurais le soir. Bah oui. Jour de foot, je me souviens toujours. Il revient, premier match, rebelote. Mais je pense que c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup aussi. Ronaldo, en termes de romantisme, tu vois, on se dit qu'est-ce que ça aurait pu être? Et c'était le premier, tu parlais des statistiques, c'était le premier à faire la transition vers les stats parce que quand tu regardes au PSV, au Barça, à l'Inter, il y a des statistiques folles. Son déclin, ça commence sur ses dernières saisons, on va dire, au Real Madrid. Même au Real, il enchaîne très fort. C'est pour ça que j'ai sur ses dernières saisons. Je crois qu'il est à 60 buts sur 90 matchs, alors que d'habitude, il mettait tout le temps le même nombre de buts par rapport à son nombre de matchs disputés. Mais c'est le romantisme à se dire
ça aurait pu être quelque chose d'incroyable, d'incontestable. Après, il a marqué notre jeunesse. Tu disais le romantisme par rapport à ses blessures. Il ne faut pas oublier ce que beaucoup ont dit à propos de ses blessures, les raisons de ses blessures. On sait que en Italie, en Italie, au PSV aussi, il aurait subi des injections dans les genoux. Voilà, tout ça. Moi, c'est mon seul bémol. Au conditionnel. Enfin, bon, quand tu regardes, il y en a un, c'est les hormones de croissance, l'autre, il se fait des injections dans le genou, l'autre, c'est. Dopez-vous si vous voulez être le meilleur joueur du monde, quoi, c'est ça. Zizou, gros. C'est le bémol de la carrière de Ronaldo. Et on n'a pas parlé de Pelé qui faisait les pubs pour le Viagra. Gros baiser, Pelé. On l'a pas dit dans l'argument des meilleurs joueurs du monde, Pelé. C'est important les enfants de 12 ans qui nous regardent, merci. Ronaldo, pas mal non plus. Mais Ronaldo, il y a. R9. Oui, il s'est fait une petite vasectomie pour enlever tout ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais après, R9, c'est vrai qu'il avait une rapidité d'exécution. On a parlé de vasectomie dans un débat de le meilleur joueur du monde. C'est une catastrophe. Est-ce que le meilleur joueur du monde peut avoir fait Non, en effet, l'évolution physique de Ronaldo, elle est hors norme et ça pose des questions sur ce foot où, quand je dis il a changé le foot, elle est en mode. Non, pardon les gars. Il est donné du cœur. Et quand je vois l'heure, en plus, je me dis qu'en fait, c'était le gong, Thomas. Oui, un peu, ouais. Finalement, c'était le gong. Je me dis qu'on doit. On peut citer des mecs juste pour le kiff. Pastore. Non, c'est déjà fait. C'est pas le truc, mais Gullit, quand il est Van Basten. Sur Van Basten. Van Basten, bien sûr. Est-ce que Gullit, c'est pas le seul mec qui a réussi à avoir une chaîne de télé à son nom, quoi? Non mais il y a des, on en oublie. Beckenbauer, on n'a pas parlé de Beckenbauer, qui incarne l'esprit de la gagne comme peut-être peu de joueurs en tout cas l'ont incarné, même si c'était pas peut-être le plus impressionnant, mais en tout cas voilà, qui a marqué la légende. Des Baggio, enfin il y a des mecs. Il y a eu d'autres génies. Ouais, mais là c'est vraiment des mentions, c'est en dessous. Roberto, c'est en dessous. C'est exactement ce que je veux faire. Nous on peut dire Kaka, ce genre de mec. Mario. Ouais, mais bien sûr. Mario, moi, ils m'ont mis des frissons. C'est les mecs qui m'ont mis des frissons quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc. En tout cas, dites-nous tout dans les commentaires. Jean-Pierre Papin, un ballon d'or. Tous les joueurs, on va pas. Il n'y a rien à voir dans le. Ne nous J'ai envie mentiez de faire des mentions. Jean-Pierre. Il y a Rai aussi dans ce cas-là. Pour tous les joueurs qui vous ont fait frissonner, mais en tout cas, on était ravis d'être avec vous pour parler de ce meilleur joueur de l'histoire. Jamais personne ne sera forcément d'accord avec tout le monde, mais en tout cas, on a essayé de mettre tout ça sur la table et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires nous dire si vraiment il y a des joueurs qui vous semblent. Faites votre classement, top 5. Faites le classement. Nous, on vous a posé la question également sur Twitter. Les résultats sont là sur Twitter dans ce sondage pour savoir quel est le meilleur joueur selon vous de la planète et ça s'affiche. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve très vite, toujours pendant les fêtes, parce qu'on vous a préparé une émission spéciale, quiz aussi, où ça va s'ambiancer de dingue avec la classe foot. Allez, à très vite et très belle fête sportive, bien sûr.